Vous êtes chez MMA Propagande. Pour notre troisième interview, nous recevons Claire Lopez, que nous avions déjà reçue sur notre page Twitter, pour un space assez long et très intéressant que je vous invite à aller rattraper si vous ne l'avez pas encore vu. Tout d'abord, Claire Lopez, comment ça va? Salut, bah, ça va très très bien. Je suis à la dernière ligne droite là pour mon combat, donc j'ai hâte. Je suis super excitée. Donc tu t'appelles Claire Lopez, tu es une combattante strawweight et maintenant atomweight. Tu es à 8-4, ton palmarès, et ton dernier combat, c'était contre Rena Kubota, qui était à 14-3 au Rising, donc c'était le 29 avril 2023. Ton prochain combat, c'est contre Seika Izawa, donc qui était à 10-0, invaincu, pour le Super Rising 2, qui se déroulera le 30 juillet 2023. C'est ça, ouais. Pour présenter les combattants, il y a quelque chose que j'aime bien faire, j'aime bien parler de style de combat. Est-ce que tu pourrais me parler de ton style et de ce que tu essayes de faire quand tu es dans une cage? Alors mon style, bon déjà au point de vue discipline, je pense que je suis assez complète en MMA. Je montre un peu de tout. Beaucoup de lutte. Cependant, je peux travailler beaucoup de lutte, mais je montre voilà des bonnes choses en striking, en grappling, des soumissions, des KO, des TKO. Et bah, de ce qui ressort pas mal de la bouche des gens, c'est que j'ai un style assez agressif. Et ce que je veux toujours, c'est finir rapidement les combats, faire des finishes avant la fin du troisième round et faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, assez agressif et assez complet en termes de MMA. D'accord. Est-ce que tu te qualifierais plutôt de strikeuse, de grappleuse ou vraiment, vraiment de combattante de MMA complète? Bah, disons, quand j'ai commencé le MMA, je voulais vraiment pas être catégorisée comme une strikeuse ou tout ça. Je trouve que ça fait très MMA à l'ancienne, dans les années 90. Et je voulais vraiment, parce que je trouve que je suis dans le MMA féminin, il y a beaucoup de filles qui sont très dans une seule discipline. Et moi, je voulais vraiment être complète. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé tous les aspects du MMA pour justement pouvoir dire que voilà, je suis complète et je suis pas spécialisée dans quelque chose. Même si on voit dans chaque combat que j'ai 100% de réussite sur la lutte, sur mes amenés au sol. Donc, c'est vrai que je lutte beaucoup. Mais voilà, je monte quand même une grosse partie en striking à chaque fois avec parfois des knockdowns. Donc, D'accord. Tu as commencé ta carrière sportive quand tu étais petite par la gymnastique. Donc, ce n'était pas du tout dans le milieu des sports de combat. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es passé de la gymnastique au MMA et aussi ce que tu faisais en gymnastique à l'époque? alors en gym, j'en ai fait de 6 ans à 17 ans. J'étais en sport-études haut niveau dans un club, dans un centre régional à Grasse, dans le sud. Et bon, j'ai fait une bonne petite carrière, mais j'ai pas réussi à intégrer les pôles nationaux, et cetera. Donc je me suis arrêtée un peu sur une frustration par rapport à cette carrière de gym que j'ai eue, à pas réussir à aller là où j'avais voulu aller quand j'étais jeune. Et quand j'ai arrêté la gym, j'ai voulu reprendre le sport, mais voilà, j'avais besoin de trouver quelque chose qui allait me donner encore plus d'adrénaline que ce que j'avais en gym. Et au début, j'ai fait un peu de capoeira pour m'amuser, vraiment pour être avec des potes, et cetera. J'étais en Guyane et voilà, j'ai connu des Brésiliens, des Guyanais, c'était sympa l'ambiance. Mais très vite, ça m'a ennuyée parce qu'en fait, il y a pas de compétition dans la capoeira, c'est vraiment de l'amusement, quoi. Et par contre, le côté un peu combat, m'a intéressée et puis voilà, là, un jour, j'ai décidé de faire de la boxe thaï, d'essayer, un peu comme ça, sur un coup de tête. J'ai vu ça au salon du sport, en fait et j'ai pris un prospectus, je suis allée à l'entraînement et ça m'a plu direct et j'ai un peu regretté de ne pas avoir connu, les sports de combat plus jeune parce que je pense que ça m'aurait plu déjà à l'époque, quand j'étais petite. Mais voilà, non, le timing, c'est comme ça et j'ai commencé la boxe thaï en 2008. Petit moment déjà, j'avais, je crois 18-19 ans. D'accord. Donc, même quand tu étais petite, tu aimais tout ce qui était physique, tu aimais la compétition, tu aimais le contact, ce genre de choses? Alors, j'aimais pas forcément l'entraînement, surtout qu'en gym, c'est très, très dur, tu es jeune et cetera. Mais j'adorais la compétition, ouais. C'était vraiment mes moments préférés dans l'année. Cette petite pression là que tu as en compète, en fait, moi, c'était un gros boost pour moi. Je faisais des choses en compète que je faisais pas à l'entraînement. J'avais une sorte d'énergie, dans mon corps qui sortait et voilà, j'ai toujours su que je faisais du sport pour la compète et pas pour faire du sport. Faire du sport pour faire du sport, ça me saoule vite, j'ai pas de motivation, quoi. Le contact physique, tout ça, bah, pas vraiment. J'ai jamais vraiment connu les sports de combat. Mais ouais, c'est venu comme ça plus tard. J'ai découvert que j'aimais ça, mais je savais pas à l'époque. Est-ce qu'il y a des choses que tu as tirées de la gym? Est-ce qu'il y a des avantages dont tu te sers en MMA?
Ouais, bah, vachement au niveau mental, je dirais que tout ce qui est la discipline, la rigueur, déjà, ça, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué très jeune et c'est resté en moi. C'est vraiment ancré. Le fait de s'il faut faire quelque chose, bah, on le fait, même qu'on n'aime pas, qu'on soit pas motivé, faut le faire. Le respect pour le coach, ça, c'est voilà, c'est un truc qui est très important chez moi, c'est des valeurs importantes. Après, en termes de physiquement, on va dire, de nos capacités physiques, bah, ça te donne beaucoup la gym. Ça te donne de l'agilité, de la coordination, de la force musculaire, de la flexibilité, de la souplesse, tout ça, ça donne vraiment beaucoup de qualités. Donc, je pense que ça m'a beaucoup servi quand j'ai commencé, la boxe, mais surtout la lutte et le grappling. Le fait de savoir se repérer un peu dans l'espace, connaître bien son corps aussi. Donc ouais, ça m'a forcément, apporté, un plus qui me permet, je pense, de progresser très vite, en fait. Parce que ça fait que 5 ans et demi que j'ai commencé le MMA et je pense que j'ai une capacité à progresser qui est assez rapide. OK. Tu as dit que tu étais parti en Guyane. De ce que je sais, c'était aux alentours de tes 17 ou 18 ans. Pourquoi est-ce que tu es parti là-bas? Alors en fait, j'ai beaucoup de familles qui est installée là-bas depuis une quarantaine d'années. Mes parents y ont été quand j'avais 5 ans, donc j'ai fait un peu l'école maternelle là-bas et après, bah, comme j'ai commencé ma carrière de gym, mes parents, ils étaient focus sur, le fait de rester là où j'étais. Je m'entraînais, donc on n'a pas bougé et je crois 1 an avant que j'arrête la gym, bah, mes parents ont eu une opportunité de travail là-bas, avec, l'entreprise familiale, pour mon père, quoi et ils sont partis et moi, je suis restée pendant 1 an en famille d'accueil, en fait, de mes 16 à 17 ans pour pouvoir continuer la gym et faire une assez grosse compétition avec mon équipe et après quand j'ai arrêté, bah, forcément, je les ai rejoints et voilà, j'ai démarré une nouvelle vie à partir de 17 ans en Guyane. Je suis restée pendant 10 ans là-bas. D'accord et tu dis que ta famille te soutenait beaucoup, pendant ta période de gymnastique. Est-ce ils ont bien pris quand tu as arrêté ou ça a été problématique? Quand j'ai arrêté à 17 ans, non, ils l'ont bien pris parce qu'en plus, j'avais le médecin du sport qui me disait qu'il fallait que je ralentisse à cause de mes problèmes aux genoux et cetera. C'était un peu, tu sais, à 17 ans, la gym, c'est un peu la fin aussi. Ouais, Tu «vieille» entre guillemets à 17 ans, ton corps, il change beaucoup, c'est très difficile de faire les choses que tu faisais avant. Donc c'était un peu logique que j'arrête à ce moment-là. Par contre, quand j'avais 13 ans, j'ai fait une pause aussi. J'ai arrêté pendant quelques mois pour faire autre chose parce que j'en pouvais plus et là, par contre, à cette époque-là, quand j'ai décidé d'arrêter, ma mère, elle l'a très, très mal pris. Enfin, sur le coup, ça a été une grosse déception parce que c'était beaucoup investi pour moi et cetera et ils croyaient en moi et ils se disaient que j'abandonnais. Donc là, ça a été très dur, mais je suis revenue quelques mois après à la gym et je suis revenue encore meilleure donc voilà, après ça s'est bien passé. d'accord et qu'est-ce qu'ils pensent de ta nouvelle carrière en MMA? Est-ce qu'ils te soutiennent aussi? Ouais, énormément, énormément. Bah, déjà, c'est eux qui s'occupent la plupart du temps de mon fils puisque c'est difficile pour moi de l'avoir à Londres. Donc ça fait, 5 ans il vit avec eux et que moi je fais un peu tous les allers-retours. Après quand j'ai commencé les sports de combat, bon la boxe thaï encore ça allait je pense, quoique je sais pas. Mais le MMA c'est vrai que ça a été un peu dur pour ma mère à encaisser, enfin à regarder en tout cas. Elle arrive pas à regarder les combats à moins qu'il y ait vraiment zéro dégâts. Et par contre, ouais, ils me soutiennent beaucoup, mais bon, tu sais, tu la petite fille à tes parents, Ouais, c'est forcément pas facile. Tu sais, tu te dis, bah, en plus, là, comme j'ai commencé à combattre au Japon avec des règles, assez, violentes d'un point de vue quand même, enfin, voilà, des coups de pied au sol et cetera. Je pense que, ouais, à chaque fois quand je vais combattre, ils sont un peu comme ça, hein, ils tremblent un peu. ouais, Mais bon, pour l'instant, ça va, j'ai pas eu de gros problèmes. d'accord. Surtout qu'à l'époque, quand tu as commencé, c'était pas encore légal le MMA, Ouais, j'imagine? Donc oui, en j'imagine que ça a dû 2017. leur faire, très bizarre. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ils se sont dit un peu dans quoi elle se lance et cetera, mais bon, ils savaient que si je me lance dans quelque chose, c'est que vraiment, je vais y aller à 100. J'ai envie de le faire, ça me plaît. Je fais toujours des choses qui me plaisent donc ils m'ont soutenue, quoi. Ils ont jamais dit quoi que ce soit qui pourrait me faire, pour me dissuader, tu vois? Ouais. Donc voilà, ils me soutiennent. Donc en 2014 ou 2015, donc tu es devenue maman d'un petit garçon dont tu as parlé. Ils me laissent. Tu pratiquais déjà la boxe thaï et comment ça s'est passé, à cette période-là? Est-ce que tu t'es demandé si tu allais continuer à combattre ou si tu allais arrêter? Alors en fait, en 2012, je suis tombée enceinte et je faisais encore de la boxe thaï et bah, quand j'ai vu que j'étais enceinte, j'étais contente, ça faisait longtemps que j'attendais ça donc pour moi, c'était pas trop un problème de mettre la boxe de côté. Je crois que j'en avais un petit peu marre à ce moment-là aussi OK. et donc j'ai fait une grosse pause au niveau des combats
Et le premier sport que j'ai repris après, le petit, c'était le jiu-jitsu. Voilà, il y avait D'accord. pas de percussion et en même temps, j'apprenais quelque chose de nouveau. C'était vraiment enfin voilà, le jiu-jitsu, c'est quand même, c'est très mental. Ouais. C'est pas juste mettre des frappes donc ça me mettait dans quelque chose de nouveau, d'un peu plus intellectuel, on va dire et j'ai beaucoup aimé, beaucoup accroché et en fait, le fait d'avoir, le striking et le jiu-jitsu, bah, après petit à petit, je me suis dit: «Allez», on s'est un peu dirigé comme ça, comme un entonnoir vers le MMA. Ouais. Je crois peut-être, 2 ans après, 1 an et demi après avoir commencé le jiu-jitsu, ouais OK. et avec le petit, bah, il était tout petit quand j'ai commencé, mais il me suivait, je l'emmenais dans la salle, sur les tatamis, tu vois il a toujours été habitué à me suivre partout, quoi. Il regarde tes combats ou il est trop petit? Non, maintenant il regarde. Alors, comme mes parents regardent pas en live, ils laissent mon frère regarder et et donner les détails. Donc, il les a pas forcément regardés en live, mais sinon oui, il les regarde, il y a pas de problème. D'accord, ouais. Ouais, par contre, on a un problème de maths au niveau des dates, c'était donc il est né en 2013, c'est ça? Ou Ouais, en il est né en 2013, d'accord, donc là, il aura 10 ans cette année, ouais. d'accord, OK. Oui, il commence à comprendre, je pense, comment ça fonctionne, Oui, il sait que c'est et que du sport après et ouais. puis bon, voilà, si c'est sûr que si un jour je fais un combat qui vraiment il y a des gros dégâts, enfin, tu sais, des fois, tu vois des trucs un peu Ouais, dégueux bien et sûr. tout, bon, ben, voilà, tu vas Ça, éviter il de lui faut montrer éviter. ça. Ouais. Il pratique lui? Quand il est à Londres, là, il est à Londres avec moi, il s'entraîne, il fait les cours des enfants. Moi, des fois, je fais des Ah, cours en tant que coach, donc il fait mes cours, il fait le jiu-jitsu et cetera. Mais là où il habite à Béziers, il y a pas beaucoup de choses dans le coin où on habite, donc c'est compliqué. Mais bon, c'est un fan de foot, donc je peux d'accord. rien y faire. Pas assez OK, très sportif. bien. Tu as parlé de quand tu as réuni le striking et le grappling et quand le MMA est devenu une sorte d'évidence. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui t'a motivé à devenir, combattante de MMA ou c'est vraiment juste là une continuité logique pour toi? Bah, il y avait aussi le fait que je savais qu'on pouvait en faire un métier plus que dans la boxe thaï, qu'on pouvait en gagner sa vie, même si ça prend du temps, même si c'est pas facile, mais au bout, il y a quand même moyen de faire que ça, d'en faire son métier. Ouais, Et ouais, c'est pour ça que je me suis vraiment décidée à me lancer à 100 dans ça, vraiment, en me disant: «Un jour, ça paiera si je suis assidue et cetera et je pourrai, gagner ma vie avec» et c'est vrai que 5 ans et demi après, bah, j'en vis, quoi, donc voilà, ça a pris un peu de temps et c'est possible, quoi. d'accord. Tu regardais des combats à l'époque? Pas du tout, non. J'ai même encore aujourd'hui, je regarde pas, tu vois? Il y avait un UFC cette nuit, je savais même pas qui combattait et tout. Ah ouais? Ah, Heu, tu l'as raté? ouais, Oh non! ouais, non, mais je les rate tous, hein, j'en regarde D'accord, pratiquement pas. Sauf si je suis avec des potes qui voilà, ouais, on prévoit ça, mais sinon mais ça arrive jamais en vrai. ouais. Et avant, la seule chose que je connaissais du MMA, c'était, Chris Cyborg contre Gina Carano. OK. Je sais pas pourquoi j'avais suivi ça à l'époque et tout, mais voilà, ça m'avait pas spécialement donné envie d'en faire. C'était, je sais pas, j'avais juste vu ça. Et quand j'ai commencé, je me suis dit: «Ouais, il faut que je m'intéresse un peu», donc je me suis forcée à regarder des combats. Il y a des combattants que j'ai commencé à apprécier, comme à l'époque, TJ Dillashaw, Dominick Cruz, tu vois? Tout ce qui est un peu poids léger comme ça et eux, je les regarde parce que, voilà, j'aime m'inspirer de leur style pour mon style, mais je suis pas une fan de MMA pour regarder vraiment les soirées UFC et cetera. D'accord. Bon, je te conseille quand même de rattraper la carte de cette nuit. Il y a eu Pour ceux qui beaucoup de écouteraient ouais, pardon? il y a eu des KO assez rapides, j'ai vu, donc c'est intéressant. C'était très spécial. Pour, ceux qui Ouais. écouteraient, on parle de la carte, Volkanovski contre Yair Rodriguez. Voilà, non, c'était très bien. Tu as parlé de tes inspirations en tant que combattante. Si tu devais, choisir une seule inspiration, qui est-ce que tu choisirais? Autre que le MMA, tu veux dire? Si tu devais choisir un combattant qui t'a le plus, inspiré? Alors celui qui me revient à chaque fois en tête, c'est le combat alors il y avait TJ Dillashaw contre Cody Garbrandt, le numéro 2. En fait, je crois que c'est un combat qui m'a vraiment donné un déclic par rapport à ça faisait quoi, 1 an que je faisais du MMA et je sais pas, ce combat, j'ai vraiment adoré le style et cetera et ça m'a donné envie de beaucoup m'inspirer du style de TJ Dillashaw, à intégrer des choses dans mon jeu par rapport à ses mouvements, à sa lutte, à ses transitions. Ouais, Et c'est un combat que je garde un peu comme un déclic, comme quelque chose qui s'est passé dans mon style. Après, il y avait eu un autre combat que j'avais beaucoup aimé, c'était, Islam contre l'Arménien, Arman, je sais plus son nom Tsarukyan. et
Ouais, et j'avais adoré ce combat. C'est beaucoup de lutte, mais un beau striking aussi. Donc ouais, ça, c'est 2 combats que j'ai en tête comme ça, là. OK. Oui, c'est des bons modèles, je pense. Ouais, après niveau inspiration, je regarde beaucoup mon coach, Brad Pickett, Bien donc sûr. qui est un vétéran anglais de l'UFC. Pareil, la catégorie des 61 kilos, 57 et en fait, j'adore son état d'esprit quand il combat. J'adore le côté très scramble aussi dans cette catégorie, tu vois? Où ça bouge beaucoup, c'est pas comme les poids lourds où ça reste dans des positions et j'aime bien regarder, Brad qui gagne ou qui perde. En fait, il m'inspire énormément dans sa façon de ne pas lâcher, de revenir à chaque fois même s'il perd. C'est ouais, c'est des combats que j'adore regarder. D'accord, oui. Parce que oui, donc tu t'entraînes avec Brad Pickett au Great Britain Top Team, Ouais, c'est ça. donc à Londres, que tu as rejoint après avoir quitté la Guyane donc. Pourquoi est-ce que tu as quitté la Guyane? Alors, j'ai quitté la Guyane bien avant quand même en 2016. En fait, ça faisait 10 ans que j'étais en Guyane, je travaillais dans la gym, j'avais un club de gym et j'avais une petite vie sympa, très confortable, mais je crois que je m'ennuyais un peu et voilà, j'avais cette idée de faire du MMA qui me trottait vraiment, mais la Guyane, c'est pas assez développé, en tout cas pas pour en faire un métier. À un moment donné, il faut bouger et donc en fait, un soir, je sais ouais, c'est ça, un soir, il y a mon appart qui a brûlé. Je ne sais pas trop pourquoi, mais tout a brûlé, j'ai tout perdu, j'étais même pas assurée. Donc, en fait, j'étais prête à repartir à zéro vraiment. Et je me suis dit, quitte à repartir à zéro, bah, autant le faire vraiment à fond, commencer une nouvelle vie. Parce qu'en fait, des fois, tu veux te lancer dans quelque chose, mais tu sais, tu as un peu le courage qui te manque. Tu dis, ah, il faut que je quitte mon taf, mon salaire, Ouais, ma maison, tout ce que j'ai bâti toute seule. Et là, quand tu perds tout, tu te dis: «Bah, vas-y, hein, c'est bon, maintenant, c'est le moment, en fait, hein. Je vais pas tout rebâtir pour, je vais me lancer. J'ai plus rien, je vais me lancer» et je suis partie de Guyane pour, aller me réinstaller dans le sud de la France d'accord. et à cette époque-là, j'ai continué le jiu-jitsu en attendant de trouver un club de MMA et cetera, pour voir ce qu'il y avait en France et c'est là qu'en 2016-2017 que non, 2017 que j'ai commencé. Ton premier combat, c'était en pancrace, je crois? Ouais, le premier Hem, c'était un pancrace à Toulouse, ouais, c'est ça. d'accord. Contre, Donc ça, c'était en contre France et ouais. comment est-ce que tu l'as vécu? Super bien, après moi je suis quelqu'un qui a pas trop le stress avant la compète en fait, j'ai même parfois je me plains de pas ressentir assez d'adrénaline et de stress. Je sais pas pourquoi, mais ça vient pas forcément et Ouais. donc j'étais dans un plutôt bon état d'esprit, j'avais une bonne tension et tout, tu vois? Ils se disaient: «Ah c'est bizarre, tu stresses pas» et en fait très, très vite parce que c'était Leila Sekaf, c'est une fille qui était au Factory justement. C'est une strikeuse, elle vient de la boxe anglaise et très vite, je l'ai amenée au sol et une fois que j'étais au sol, bah, en fait, elle est restée le dos au sol, elle a pas fait grand chose, je l'ai soumise très, très vite et voilà, ça a été expéditif et ça m'a juste donné envie de repartir direct après dans un autre combat, quoi. Ça m'a vraiment donné le goût du combat. Et ensuite, dans ta carrière, tu as eu une proposition pour rejoindre le Bellator. Comment est-ce que tu as reçu cette proposition? Comment ça s'est passé? Alors ça, c'était le premier combat que j'ai eu, la première offre de combat que j'ai eu quand j'étais à Londres. J'ai, intégré le management de mon coach Brad, qui était en associé avec Kevin, un autre manager et en fait, ils ont reçu cette proposition pour le Bellator Milan et je pense qu'ils cherchaient des européennes et voilà, c'était, la première grosse orga que j'ai fait. Donc le match-up en lui-même était top. L'adversaire, elle était à ma portée. Après, voilà, j'ai eu une blessure juste avant le combat. Je me suis pas entraînée du tout pendant 4 semaines. J'ai perdu tout mon cardio, toute ma condition physique et je me suis dit: «Je peux annuler», mais en fait, j'avais pas envie d'annuler cette opportunité. Donc je me suis dit: «Tant pis, je prends un risque. Je vais peut-être perdre mon cardio, je vais peut-être galérer, mais si je donne tout dans le premier round, je vais tout parier sur une soumission, un KO au premier round. Si ça passe pas, ça passe pas. Tant pis, ce sera une belle expérience». Et c'est pas passé parce que la fille est super tough, elle était super dure, au mal, je l'ai mis un knockdown, elle s'est relevée, et puis, je lui mets un takedown, elle me met un takedown. C'était vraiment un gros combat, Ouais, intense. Au final, j'étais gazée, j'avais plus rien, plus ouais, d'énergie. Elle m'amène au sol, elle me soumet et voilà, elle a été vraiment meilleure que moi ce soir-là, sur le long terme, on va dire, sur le ouais, le le combat mais voilà, après dans le fond, c'était une belle expérience, mais surtout ça m'a ouvert d'autres portes, quoi. Ça a montré un peu au grand public mon style ouais, et ça ça t'a m'a fait ouvert connaître? voilà. Donc défaite ou victoire, tu en tires toujours des bonnes choses et je suis contente de l'avoir fait malgré la défaite, quoi.
Ouais. Donc ce combat, c'était contre Danny Ouais, McCormack, c'est ça. pardon, qui a changé de nom, je crois. Non, elle s'appelait Dani Milan, maintenant elle s'appelle C'est ça. McCormack et Ouais. elle est maintenant championne de l'Invicta. Donc voilà, j'ai vu le combat, tu avais fait un bon premier round, mais effectivement, c'était des Ouais. questions de cardio. Ah À ouais. cette époque-là, bon, cette défaite, ça t'a mis dans une phase plutôt désagréable, j'imagine. Tu étais à 3 défaites sur tes 4 derniers combats. Comment est-ce que tu as vécu cette époque et comment tu as fait pour t'en sortir et reprendre la voie de la victoire? Bah, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui se laisse aller dans tu vois, les lamentations: «Ah, j'ai tant de défaites» et cetera. Je veux dire, le soir de la défaite, c'est dur, tu as du mal à encaisser, mais 2 jours après, moi, c'est bon, je suis déjà repartie sur autre chose et je reste pas là, tu vois, je suis pas dans la déprime du tout après une défaite. Heu, moi, là, je me rappelle ce que je me suis dit, c'est, «Mon sol, il est pas encore assez bon, il faut que je focus sur mon grappling» parce qu'en fait, il me manque les bases. J'ai pas les bases, les contrôles. J'amène quelqu'un au sol et après je la contrôle pas, elle se relève et je perds de l'énergie pour rien. Donc j'ai parlé à un de mes coachs de l'époque, bah, le même Français qui m'avait emmené aux États-Unis. Il m'entraînait un peu à Londres et il m'a dit: «OK, on va se focus sur le grappling» et en fait, voilà, ce combat m'a permis de voir mes lacunes et surtout aussi, bah, au niveau du cardio, ça m'a donné un déclic. J'ai contacté un coach français, assez connu qui s'appelle Rémi, qui entraîne les mecs du NR Fight, dont Morgan Charrière et je lui ai dit: «Voilà, j'ai besoin d'avoir un coach qui s'occupe de ma condition physique» et ça fait depuis 3 ans qu'on bosse ensemble d'ailleurs et heu et voilà, c'est super et c'est en fait, moi, les défaites, je les vois plus comme qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faut rectifier et voilà, on avance, hein, tu vois? On reste pas focus sur ce qui va pas. Je savais que ça allait pas m'empêcher de combattre par la suite, hein, tu trouves toujours des combats, tu vois? C'est pas un problème. Faut se vendre, faut savoir se vendre et moi, on m'a vendu comme, quelqu'un qui fait des combats excitants. Donc, défaite ou victoire, elle va quand même vous rapporter, enfin, vous mettre du chaud en termes de combat. Donc, ça m'a pas empêché de trouver d'autres combats après ça. D'accord. Après ça, tu es parti justement au Combatté Global. Tu as signé pour 6 combats dans ton contrat, je crois? Alors, d'abord, j'ai fait le tournoi, des 3 combats dans une soirée en 2021 et c'est après qu'ils m'ont offert un contrat de 5 combats. D'accord, 5. OK. Donc là, juste avant, il y avait le tournoi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as vécu? Super bien. En fait, pour moi, le fait d'avoir l'opportunité de faire 3 combats dans une soirée, c'était l'opportunité en période de Covid, bah, justement d'avoir des combats sur ton Sherdog, tu vois? D'avancer parce que c'est dur d'en trouver. Là, on t'en propose 3 d'un coup. Pour moi, c'était super et comme j'aime bien faire les choses un peu les choses originales, j'aime bien, faire pas comme les autres. Je me suis dit: «Ah, un tournoi, bah, il y a pas beaucoup de Françaises ou même je crois qu'il y en avait pas du tout qui avaient fait des tournois comme ça de MMA en une soirée». C'était assez exceptionnel, assez rare et moi ça me booste vachement donc j'étais super contente de le faire. Voilà, j'étais la seule européenne en plus dans ce tournoi, je crois. Il y avait que des Mexicaines, des Américaines et c'était top. Alors après, bah, le tournoi en lui-même, difficile au niveau de la fatigue parce que, ça dure 3 heures. Tu as Ouais, 1 heure entre chaque combat, tu redescends, mais en même temps, il faut rester chaud, tu vois? Tu commences à ouais, sentir un peu les tibias, les blessures et voilà, c'est à celui qui tiendra le mieux la soirée. Donc j'ai gagné les 2 premiers, j'ai perdu la ouais, finale contre Yasmine qui était justement à l'UFC, hier soir, ouais. Reggie. Et voilà, c'était une super expérience, vraiment, j'ai adoré. J'en referais des tournois s'il y avait l'opportunité, ouais. OK, très bien. Parce qu'on a eu des échos différents des tournois en fonction des gens. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui aiment beaucoup et ouais, c'est sûr que ça a l'air d'être une expérience, vraiment spéciale. Ouais, le truc, c'est que tu as pas le temps d'analyser ton adversaire. C'est que tu sais pas qui tu vas combattre au premier combat, tu sais pas qui tu auras après. Donc, il y a 8 filles, tu vas pas toutes les analyser avant d'aller, au tournoi, tu vois? Donc c'est sur le moment, c'est celui qui aura le meilleur game plan, qui prendra le moins de dégâts et c'est forcément différent. Mais moi, ça me convient parce que de toute façon, je suis pas forcément quelqu'un qui analyse beaucoup mes adversaires, donc c'était cool pour moi de ce format. Ouais. D'ailleurs, le tournoi, c'était, des combats de un round? Et la finale, c'était 3 rounds. OK et après ça, tu as mis 1 an à revenir, combattre? Donc après le tournoi et il y avait une raison? Tu étais blessé ou c'était, autre chose? Dans la finale, je me suis fait les ménisques. Alors je l'ai pas senti pendant le combat, mais dès que j'ai mis le pied hors de la cage, j'ai commencé à boiter
Je sais pas trop à quel moment je me suis blessée dans le combat, mais je me suis fait les ménisques, voilà, intérieur, extérieur, je sais plus comment on appelle ça, mais j'ai une opération assez lourde parce qu'après j'ai pas pu poser le pied pendant 6 semaines, j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. J'ai eu une longue période de kiné. Donc pendant 4 mois, j'étais, complètement out de l'entraînement et j'ai repris qu'en janvier, 2022, l'entraînement. Et à partir de janvier 2022, voilà, j'ai dit à mon manager et à Combatté: «Moi, je suis prête à combattre en mars». Donc et depuis, j'attendais un combat, en fait. C'est pour ça que j'ai eu que le prochain, il était en août 2022 et pendant tout ce temps, moi, j'attendais un adversaire et Ouais, c'était très, très dur de trouver un adversaire parce que finalement, à Combatté, ils se sont rendus compte que, bah, attends, la fille, elle va en finale d'un tournoi, elle met des soumissions, elle est plus dure que ce qu'on pensait, en fait. ouais. Et ça a été très, très dur de trouver un adversaire et la seule qu'on m'a proposée, c'est Camilla qui s'entraînait en France pendant un petit moment, qu'on se connaissait, on était un peu potes, quoi. Et voilà, comme c'était le seul qu'on m'a proposé et qu'elle avait accepté, bah, j'ai pris le combat et voilà. Donc voilà, combat que tu as gagné par soumission au bout de 44 secondes, donc Ouais. une domination. Oui, j'imagine qu'on s'attendait peut-être pas à ce que tu gagnes, autant. Tu étais peut-être venu là, selon les organisateurs, pour faire briller tes adversaires et tu as Sûr. un peu déjoué leur plan. C'est certain. Moi, je me suis dit, la même chose. Je me suis dit: «Ils cherchent une européenne pour faire un peu international». Ouais, Mais ce qu'ils veulent, c'est que voilà, enfin, je sorte au premier tour et là, en fait, ils se sont dit: «Ah ouais, non, quand même, la fille, elle fait des trucs, quoi». Et là, c'est pour ça que je leur ai dit: «Maintenant, il faut me faire signer un contrat, quoi. Moi, je vous ai prouvé, ce que je valais, maintenant donnez-moi un contrat parce que voilà, je veux rester ici». Et puis finalement, voilà, après j'ai combattu Camilla en 44 secondes, il y a eu un knockdown, il y a eu une soumission et depuis, ils essayent vraiment de me mettre en avant, un peu une combattante star de leur orga. Donc ils ont changé leur regard sur moi et voilà, c'est cool. En fait, j'ai fait mes preuves et ça a marché, quoi. ouais. Donc là, on peut dire que les combattantes avaient tendance à t'esquiver un petit peu. Ça a été Mmh. compliqué pour toi de trouver des adversaires et finalement, tu as été contacté par le Rising qui t'a proposé un combat contre Rena Kubota, Ouais. donc un espoir de l'organisation. J'imagine que tu étais encore une fois là pour essayer de la faire briller, tu n'étais pas favorite, mais tu l'as quand même, terminée par, sur, une jolie, clé de genou au round 3. Soumission qui a été reprise, pas mal sur les réseaux parce qu'elle était un peu particulière. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de cette, soumission? Ouais, ouais, donc comme tu dis, déjà, c'est vrai que j'étais pas là pour, j'étais pas supposée gagner ce combat et il faut savoir que Rena, c'était censé être la prochaine fille à se battre pour la ceinture contre Seika Izawa. Donc en fait, ce combat, qui était en cage, elle se disait: «Ah bah, j'aimerais aller combattre aux États-Unis en cage et cetera, donc je me prends une petite Française pour me faire la main». Et en fait, bon, bah, ça s'est pas passé comme ça. J'ai j'aurais perdu peut-être au point parce que le scoring est différent au Japon. Ouais, Et puis quand tu es français au Japon contre une japonaise, voilà, il faut gagner avant la limite. Et heu et au troisième round, à 30 secondes de la fin, j'arrive, donc dans une demi-garde assez basse, c'est-à-dire que j'ai, beaucoup de pression sur ses hanches et je fais ce dog bar un peu par intuition parce que c'est quelque chose que mon coach m'avait, enseigné il y a 2 ans. Quand on avait travaillé, comme je te disais, on avait pris beaucoup de temps à faire du grappling et après ouais, avoir fait beaucoup de positions, de contrôle et cetera, il m'a dit: «Voilà, tu es prête pour, commencer les leg locks, les knee bars». Et en fait, il m'a montré ce knee bar et il m'a dit: «Voilà, c'est un truc qui se fait pas souvent maintenant, enfin qui se faisait avant mais qu'on ne voit plus trop et qui va, un peu surprendre les gens justement parce qu'ils connaissent pas». Donc il me l'a montré et ça a été un déclic. Je l'ai de suite intégré, comme, en moi, cette technique. Je l'ai fait à l'entraînement plein de fois et ça marchait même contre des mecs bien plus lourds et donc du coup, voilà, elle était vraiment ancrée en moi cette technique. J'ai pas réfléchi, j'étais en position, je l'ai fait, j'ai ma jambe qui tire sa jambe, je prends l'over under, pardon et voilà, je termine, je sentais que j'avais son genou et en fait, je sentais qu'elle tapait pas et que ça allait être un problème parce qu'elle savait pas ce qui se passait en vrai. Et quand elle a tapé, c'était trop tard, son genou a craqué et elle, voilà, elle s'est pété les ligaments, sur cette clé. d'accord. Elle est toujours pas revenue, Toujours pas j'imagine? revenue à Ouais. l'entraînement et voilà. Et donc du coup, c'est moi qui ai eu l'opportunité de combattre pour la ceinture à sa place. Est-ce que cette victoire a changé quelque chose à ta vie? Est-ce qu'on te prend plus au sérieux? Est-ce qu'on fait attention à toi maintenant?
Ouais, c'est pas juste la victoire, comme tu disais, c'était le fait d'avoir fait cette soumission qui a fait un petit buzz. Comme ça a été repris, ben, voilà, on s'est dit: «Ah, c'est qui cette fille?» C'est le premier dog bar que tu vois dans le MMA féminin, Ouais. donc en MMA. Donc du coup, ouais, ça m'a donné une petite visibilité et ça m'a donné du crédit auprès des Japonais aussi, des fans qui ont de suite, sur Twitter et tout, demandé à me revoir, qui voulaient que je revienne au Japon combattre. Donc ça a poussé aussi les organisateurs et puis ils ont vu que j'ai fait quand même, avant cette soumission, j'ai fait quand même du show, j'ai envoyé des grosses patates et cetera, des bons takedowns. Donc niveau show, il y avait ce qu'il fallait. Et oui, ça a changé ma vie parce que c'était l'opportunité en fait que j'attendais depuis longtemps. Depuis Camilla, j'arrivais pas à trouver de combat. Je voulais combattre en atomweight, mais il y avait aucune atomweight qui voulait me combattre. On me proposait des trucs à 57, mais c'est trop lourd pour moi. Et je trouvais que ça stagnait et j'en avais marre, quoi. Je me désespérais un peu. Et quand j'ai eu ce combat au Rising, ça a été vraiment un nouveau chapitre. Et même ce que j'ai découvert en termes d'émotion là-bas, tout ce qui est cérémonie d'ouverture, le fait de combattre devant 13 000 personnes dans un show pareil qui est semblable au Pride, tu vois, dans l'esprit, Ouais. euh, ça m'a vraiment, je me suis dit, ah, c'est ce qui me manquait à ma carrière, c'était ce côté show, être comme une rockstar, tu vois, et l'émotion que j'ai vécue là-bas, j'ai comme une drogue, j'ai envie de la Mmh. revivre encore. Donc, ouais, ça a vraiment été un changement dans ma carrière et ouais, je suis très reconnaissante vraiment d'avoir cette opportunité. C'est le top pour moi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience au Rising comparé aux autres organisations auxquelles tu as pu participer? Bah, déjà, c'est une organisation qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup d'argent. Donc, tu vois la façon dont tu es traité, beaux hôtels, et cetera. Forcément, l'argent, c'est pas le même. Et après, comme je te disais, en termes de show, c'est pour moi, en fait, j'ai fait le Bellator, je regarde l'UFC malgré tout, et j'ai jamais vu un show pareil dans n'importe quel orga. Et je pense pas qu'il y ait meilleur que ce qui se fait au Japon actuellement en termes de show. Après, ouais, au niveau des fans aussi, au niveau du public, j'ai senti un gros respect, malgré que tu pas la favorite et qu'on ne veut pas te voir gagner. Bah, mine de rien, tu vois, tu as un statut social qui est très élevé quand tu es combattant et peu importe d'où tu viens, que tu sois une femme ou un homme, il y a pas ce truc un peu machiste, tu vois, que tu retrouves, beaucoup aux États-Unis dans les commentaires et cetera, où ça parle très mal des combattantes féminines. Là, au Japon, c'est très respectueux et j'ai beaucoup apprécié ça. Tous les retours que j'ai eus et puis sur place aussi, les fans qui viennent te demandent des autographes, des photos tous les jours à la sortie de l'hôtel. Tu sors du ring, ils sont là, ils veulent te check et cetera. Donc ouais, une super bonne expérience, dans son ensemble. J'ai pas de points négatifs à relever, franchement, très bien traité et voilà. OK, parfait. Par contre, il y a un point qui nécessite peut-être, quelques explications. Si tu étais signé au Combatté, comment ça se fait que tu aies pu participer au Rising en même temps? Alors le Combatté et le Rising ont une sorte de partenariat. Moi, je suis toujours signée au Combatté et D'accord. ils ont des difficultés à me trouver des combattantes. Moi, je réclame un combat pour le titre parce que je suis numéro 2 et qu'il y a la numéro 1 qui veut pas m'affronter. Donc ça bloque beaucoup et en fait, comme ils ont ce partenariat avec le Rising, bah, ils m'ont trouvé cette opportunité de combattre la contre Rena et donc c'est le Combatté qui est vraiment derrière tout ça et après, eux, ils sont contents d'avoir une visibilité, d'avoir leur nom, en fait, là-bas représenté, d'avoir une de leurs athlètes qui combat, sur un si gros show. Donc c'est aucun problème pour eux de faire cette copromotion et même de me renvoyer pour la ceinture et si je la gagne, de la défendre. Voilà, pour eux, c'est tout bénef. Pour moi aussi, ça me permet de combattre dans 2 orgas différentes parce que je vais recombattre au Combatté à un moment donné et D'accord. heu et donc voilà, j'ai plus d'opportunités, je suis plus active, et puis je combats dans un endroit parce qu'il faut savoir que le Combatté, c'est un studio, télé où tu as pas de public. Donc c'est très pour moi, il me manque vraiment ce truc, tu vois, du show, du public, de l'ambiance générale. Donc je retrouve ça au Japon et comme ça, au moins, moi, je suis satisfaite aussi, quoi. D'accord. Donc ton prochain combat, c'est contre Seika Izawa, donc la championne de la KT atomweight. D'ailleurs, pourquoi être passé en atomweight, alors que tu viens des strawweight? Bah, en fait, j'ai toujours combattu en strawweight par rapport aux opportunités parce qu'en Europe, tu as pas vraiment d'atomweight. 52, c'est la catégorie la plus légère. À
quand j'ai commencé le MMA, j'étais un peu plus lourde qu'aujourd'hui, j'étais un peu plus grasse, on va dire. Mais très vite, quand j'ai eu une bonne nutrition, j'étais très proche des 52 à l'entraînement. Je faisais 54 kilos en poids de forme. Donc, si tu veux combattre à 52, c'est bien au début, mais après, si tu regardes par exemple à l'UFC, les filles qui combattent à 52, elles partent de 55, 53, 55 kilos. Et ça me fait une énorme différence. À chaque fois, moi, je cut pas pour mes combats et les filles avec qui je combats, elles cut beaucoup et je Ouais. me retrouve avec de grosses différences de poids. Donc, ça fait 3 ans que je dis, ah, j'aimerais combattre en atomweight. Mais en Europe, il y a pas. Il faut aller aux États-Unis ou en Asie. Et même en étant à combattre aux États-Unis, bah, il y a beaucoup d'atomweight, mais aucune n'a jamais accepté de me combattre. Donc c'est pour ça que je suis restée en strawweight. Mais quand tu atteins un certain niveau, quand tu as plus de 10 combats, bah, le niveau, c'est plus le même en fait. Le poids joue beaucoup. Tu peux pas te permettre d'avoir 6, 7, 8 kilos d'écart avec ton adversaire. Donc j'ai beaucoup poussé mon manager, beaucoup poussé Combatté à combattre en atomweight et c'est au Rising que ça s'est finalement débloqué parce que là-bas, bah, c'est une catégorie normale pour les filles, hein, elles sont toutes très légères, très petites. Donc il y en a beaucoup, beaucoup et eux, ils sont même contents au Rising d'avoir des nouvelles filles en atomweight parce qu'ils cherchent à renouveler leur roster. Donc voilà, d'avoir de l'international à ce poids-là, c'est tout bénef aussi pour eux, quoi. D'accord. Et ce prochain combat, donc ça va être sur une carte particulière. Ce sera Ouais. au Super Rising 2, c'est-à-dire Mmh. une copromotion entre le Bellator et le Rising, avec des combattants des deux organisations qui s'affronteront. Il y a vraiment des match-ups de fou. Il y a Eiji Maki contre Patricky Pitbull, notamment. Horiguchi contre Shinryu. Énormément de noms. Les frères Asakura qui vont combattre contre Archuleta et Karamov. Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que tu allais participer à cette carte aussi grandiose? Ah, c'est énorme. En fait, j'ai su, quand j'étais encore au Japon par un des Français qui est là-bas, il me dit: «Cet été, il y a une carte de folie, c'est la plus grosse carte de l'année». En fait, c'est 2 cartes, dans une même carte, si tu veux. Tu as le Super Rising qui est vraiment Rising japonais et cetera et le soir, tu as le Bellator versus Rising et moi, dès que j'en ai parlé à mon manager, j'ai dit: «Ah écoute, je veux vraiment être sur cette carte-là, c'est un stadium à 40 000 personnes, c'est énorme, je veux y être et vas-y pousse, pousse, pousse et en fait, le temps passe, on n'a pas trop de nouvelles et cetera et je me dis: «Oh bah, c'est un peu trop select pour moi, à mon avis, ils vont pas me reprendre» et en fait, je vois que la championne, Seika, elle cherche aussi à combattre sur cette carte. Elle lance des trucs sur Twitter un peu, elle dit qu'elle veut y être et là, je me dis: «Ah bah, vas-y, faut pousser» et quelques jours après, je reçois un message du manager qui dit: «C'est bon, j'ai eu des nouvelles du Rising, tu seras sur cette carte, mais on ne sait pas encore contre qui». Et là, dans ma tête, je savais que ça allait être la championne parce que je me suis dit, bon, c'est logique, quoi, si elle demande aussi à y être. Et puis voilà, quand j'ai eu la confirmation, j'étais en un cours de Muay Thai à ce moment-là, en train de m'entraîner. Et mon coach me montre le message et tout. Et là, en fait, j'ai pas pleuré, mais tu sais, j'ai des trucs là dans la gorge. Je me dis, putain, c'est bon, c'est fait, quoi. Je vais être sur le plus gros stadium du Japon, Ouais. celui qui ont fait le Pride, dans un ring mythique. C'est un rêve, tu vois. C'est vraiment, je combats pour ces sensations-là, je combats pour cette adrénaline et le fait de voilà que ça se concrétise. Après avoir vraiment galéré à combattre, etc. Bah, je me dis c'est bon, tu vois, ça paye enfin. Et j'étais super excitée d'être sur cette carte. Voilà, c'est ce que je voulais, je l'ai eu et en plus pour un combat pour le titre, parce que du coup ça c'est la cerise sur Ouais. le gâteau. C'est quand même une ceinture Rising, c'est pas n'importe quelle ceinture. Donc c'est vraiment, je trouve, de la part du Rising, même si c'était pas prévu comme ça, même s'ils s'attendent à ce que je perde ou quoi, bah, c'est quand même une offre qui est généreuse, je trouve, et qui, voilà, C'est valorisant, oui. voilà, qui est valorisante pour le travail que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Tu dis que tu seras pas forcément favorite. Comment est-ce que tu vis cette position? C'est un jour sans fin un petit peu pour toi. Moi, j'adore parce qu'en fait, j'aime ça, tu vois. Tu as aussi une pression en moins, tu vois, elle a tout à perdre, elle a la ceinture, elle est invaincue, elle est chez elle devant son public. Ouais. Heu, je veux dire, c'est une grosse pression. Moi, j'arrive, je suis challenger, mais mine de rien, j'ai des défaites. Donc je sais ce que c'est la défaite, je sais ce que c'est de se relever, je sais ce que c'est de voir son sang couler sur le sol de la cage et de devoir continuer. Ouais. J'ai vécu ces choses-là qu'elle n'a pas vécues. Donc je pense qu'en expérience, je suis vraiment au-dessus d'elle. Voilà, elle a un record parfait, mais ça ne veut pas dire que tu as beaucoup d'expérience, tu vois.
c'est Donc, en sûr. fait, moi, je suis très confiante pour ce combat. Elle a un très, très bon grappling, un très bon jiu-jitsu qu'il faut respecter. Mais j'ai aussi mes petites armes secrètes. Voilà, j'ai montré une soumission qu'on ne voit pas souvent. J'ai un très bon striking, j'ai des bonnes transitions. Donc, au niveau MMA, je pense que je suis beaucoup plus complète qu'elle. Et elle, elle est très spécifique jiu-jitsu. Donc, D'accord. ça va être un bon match-up. Je pense que pareil, je ne pars pas favorite. Mais ce qui compte, c'est comment toi tu abordes le truc et moi, ça me plaît de ne pas être favorite, d'arriver et de justement, tu vois, de créer la surprise. Voilà, moi, j'ai créé la surprise 20 secondes avant la fin du combat contre Rena. Bah, c'est ça que les gens, ils retiennent, en fait. Ils se disent: «Waouh! À 20 secondes de la fin, purée, on pensait qu'elle allait perdre» et puis c'est là qu'ils se Ouais. rappellent de ton nom, les gens, tu vois? C'est quand tu crées des émotions comme ça. Ouais, Donc ça a l'air de bien te réussir d'être underdog. ouais, c'est ça. Et si tu prends la ceinture atomweight du Rising, comment ça va se passer avec le Kombaté? Est-ce que tu vas quand même revenir combattre là-bas? Bah, si je la gagne, c'est déjà, prévu dans le contrat, je vais la défendre. Ouais, Donc, j'ai tout dans le contrat qui est déjà prévu. Hem, Par contre, j'ai encore des combats à faire au Combatté. Je pense qu'après celui-là, j'en aurai peut-être un ou 2 encore. Donc, je pense que je suis censée recombattre au Combatté, cette année ou début d'année prochaine. Une fois que je serai libérée de mon contrat, bah, je pense que le Rising voudra me signer parce que c'est déjà ce qu'il voulait faire après le premier combat. Il voulait me signer, mais le Combatté voulait pas me relâcher. Donc ouais. on a trouvé cet accord un petit peu. Mais voilà, on verra après ce qui se passe, une chose après l'autre, tu vois? Moi, si un jour je peux être signée définitivement au Japon, combattre que là-bas et finir ma carrière là-bas, c'est très bien pour moi. C'est ce que je demande. D'accord, très bien. Ton camp d'entraînement, se déroule actuellement. Comment est-ce que ça se passe? Il y a pas trop de petites blessures ou de stress? Tout va bien? En fait, ça se passe vraiment très, très bien. Franchement, je dis pas ça juste, mais ça se passe très, très bien. Il y a une grosse évolution sur les choses que je voulais, améliorer, c'est-à-dire le cardio, Ouais, heu, striking aussi, des choses que je voulais, vraiment perfectionner. Être plus compact, plus réfléchi et cetera et tout se passe comme prévu, le poids, il descend encore plus facilement que j'imaginais. Enfin, je vais même peut-être pas avoir besoin de cutter autant que je le pensais pour faire 49. Donc d'accord. non, franchement, tout se passe très bien et voilà, au bout de 4 semaines, j'ai pris un petit break pour rentrer en France, aller chercher mon fils et ensuite j'ai encore eu les 4 là, les je suis dans les 4 dernières semaines du camp. Voilà, ce petit break, il m'a permis de revenir, avec une meilleure énergie donc non, c'est au top. Franchement, c'est au top. Je suis contente. T'as pas eu trop de mal à trouver des sparring qui correspondent à Izawa? Si, alors au niveau féminin, j'ai pas de sparring qui soit vraiment bonne en lutte et sol. Par contre, on Ouais, a beaucoup de gars dans la Great Britain Top Team qui sont légers, font moins de 63 kilos et qui ont une très, très bonne lutte et très bon sol. Donc, c'est plus avec eux que je m'entraîne, que je spar. d'accord. Et, et voilà, je me dis que si je peux défendre les takedowns d'un mec de 63 kilos, voilà, face à une fille, tu vois, c'est quand tu arrives en combat, tu soulèves une fille de 50 kilos, tu te dis: «Waouh, c'est super léger, en fait», tu vois? Donc c'est top pour moi de mais c'est vrai que trouver une fille comme elle, j'en ici à Londres, non, il y en a pas. Compliqué. D'accord. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, tu nous as parlé du traitement que reçoit le MMA féminin, du mépris que reçoit le MMA féminin dans certaines parties du monde. Est-ce que tu as l'impression de voir une évolution à ce niveau-là, globalement parlant? Heu, tu sais, après, en fait, c'est juste qu'il y a de tout que ce soit dans n'importe quel milieu. Tu des cons, tu as des gens qui respectent, tu de et voilà et quand tu combats aux États-Unis, si tu te mets à regarder les commentaires et cetera, en fait, tu vois, sur YouTube, sur tes combats, tu te dis, tu retiens un peu que le négatif, même s'il y a pas que ça. Je pense qu'en fait, les gens acceptent de plus en plus qu'il y ait des femmes dans le MMA, c'est devenu de plus en plus normal, mais il y a pas beaucoup de respect, en fait, pour les combats féminins, pour les combattantes, heu parce qu'il y a aussi une différence de niveau, on va pas se mentir. Il y a une différence de niveau entre la numéro 1 mondiale et le numéro 1 mondial, tu vois? Ouais, Ça n'a rien à voir. Les capacités physiques sont pas les mêmes, mais ça, voilà, c'est biologique, c'est scientifique, c'est comme ça. Donc l'explosivité est pas la même,
Et donc, je pense que la critique, elle est très facile aussi, tu vois? Maintenant sur les réseaux sociaux, tu peux dire tout ce que tu veux, de la façon dont tu veux, tu balances ça sur internet et puis voilà, c'est normal. Donc, la parole est très libérée, donc c'est pour ça qu'on le voit plus qu'avant. Mais maintenant, en fait, je me suis beaucoup détachée de tout ça. Ça fait quelques années que maintenant je prends, je jette parce que je sais qui te juge, en fait. Si c'est ces gens-là, tu vois, qui regardent les combats en mangeant des chips et qui te jugent, sur 15 minutes de combat alors qu'ils sont pas capables d'en faire 1 minute avec toi, c'est pas important. Par contre, quand j'ai des mecs comme Brad Pickett, comme, n'importe qui, tu vois, qui a fait quelque chose dans ce milieu et qui te dit: «Putain, bravo, franchement, ton combat top, je crois en toi, ceci, cela», ben ça, oui, ça a de la valeur, tu vois? Donc, faut savoir trier un peu ce que tu prends, mais c'est sûr que niveau, ouais, les féminins, c'est beaucoup, il y a beaucoup de critiques, quoi. Et puis ça va vite sur le physique aussi, tu vois? Parce que tu as des filles comme, on va dire Paige VanZant qui sont agréables à regarder pour les hommes. Et de suite, tout sur la critique physique, le corps, le machin, alors qu'on fait une performance sportive, tu vois. Ouais, Donc, ouais, il faut savoir trier ce qu'on voit sur Internet, quoi. OK. Une petite dernière question, avec, le combat au Rising, tu vas avoir, la plus grosse exposition que tu as jamais eue, je pense. Ça va être l'occasion pour toi d'investir dans ta communication, de faire des choses sur les réseaux sociaux pour justement jouer avec cette lumière-là. Est-ce que tu as prévu quelque chose de particulier, sur tes réseaux? Pas vraiment. Enfin, j'avoue que je suis pas une pro des réseaux, en fait. Je le fais parce qu'il faut. J'ai Ouais, un bien sûr. Insta, j'ai créé un Insta parce qu'il fallait, mais en vrai, c'est compliqué, je trouve. Ouais, bien C'est sûr. plus compliqué que de combattre pour moi de développer les réseaux. J'ai du mal à ouais, j'ai du mal, je sais pas trop quoi poster parce qu'en fait, pour moi, j'ai juste envie de partager ce que je fais à l'entraînement, partager mes photos, mes vidéos d'entraînement. Après le reste, ma vie privée, tout ça, j'ai pas envie de me travestir, j'ai pas envie de faire un peu la rigolote juste pour amener ou faire la sexy ou faire la machin. J'ai juste envie de rester moi-même et moi-même, je suis assez discrète en vrai. Ouais. Mais je sais que c'est une part importante, de notre métier aujourd'hui, mais j'ai pas envie, c'est pas sur ça que j'ai envie de focus mon esprit, tu vois? Donc non, j'ai pas prévu quelque chose de spécial. J'essaie juste d'avoir, un maximum de visibilité, surtout en France, parce qu'en fait, compte, bah, tu vois, en France, il y a eu toi, enfin, il y a vous, le média, il y a Lucie Berthaud qui me suit, Fréquence MMA, mais après, c'est pas je suis pas quelqu'un dont on parle souvent, je suis pas un nom qui ressort souvent, tu vois, en termes de combattants français. Je suis pas très, très connue, je suis pas très populaire. Donc, j'essaye de me faire un peu plus connaître auprès du public français. Mais, ouais, je rame un peu, quoi. Oui, il y a beaucoup de combattants, en tout cas tous ceux avec qui j'ai parlé, la grande majorité ont du mal avec les réseaux justement. C'est pas quelque Ouais, chose qui est évident pour des gens qui ont l'habitude de s'entraîner tous les jours et d'être concentrés sur leur discipline. C'est dur de faire à la fois ça et de se concentrer sur tout ce que les gens peuvent raconter sur internet. Ouais. c'est ça, Bon, en tout cas, on en parlera en off, on te donnera des petits ouais. tips, voilà. OK, très bien. On va s'arrêter là. Je vais aller te laisser te reposer ou t'entraîner. Je ne sais pas exactement quelle heure il est chez toi. Je ne sais pas Je si en France ou ailleurs. Mais voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et de nous avoir accordé cette interview. C'était très sympathique comme le 1er space. Tu es la bienvenue sur MMA Propagande et tu reviens quand tu veux, notamment après ton combat. Tu nous raconteras comment ça a été. OK? Avec plaisir. Ouais, c'est cool, merci. OK. Bon, Claire Lopez, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Allez, salut.